Chris. Le 4 octobre 1957, le premier satellite artificiel de l'être humain s'en va dans l'espace, Sputnik, et que ce satellite-là a fait paniquer les Américains sur tout plein de sujets, sur le fait qu'il était d'avance, sur le fait de ce qu'il pouvait faire, ce satellite-là. Bref, il faisait pas grand-chose, mais on va regarder une petite capsule de 3-4 minutes là, qui nous explique un peu l'histoire de Sputnik. Nous sommes le 4 octobre 1957 au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Sur le pas de tir, il y a le missile balistique intercontinental baptisé R-7 Semyorka qui s'apprête à lancer quelque chose d'assez inhabituel. Et cette chose, lancée par les soviétiques, va devenir historique. Et cette chose, c'est Sputnik 1. Sputnik 1 est une sphère à 4 antennes, construite par l'Union soviétique et qui doit être mise en orbite pour rivaliser avec les Américains. Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut remonter 2 ans avant, en 1955. En juillet 1955, les États-Unis et l'Union soviétique annoncent chacun de leur côté qu'ils lanceront le premier satellite artificiel en orbite terrestre. Alors concrètement, les mecs se sont pas réveillés un matin voulant à tout prix lancer un satellite comme ça, sans raison. Non. Entre juillet 1957 et décembre 1958, il y avait une très forte activité solaire, classée à son maximum. Et afin d'étudier les propriétés physiques de la Terre et des interactions entre la Terre et le Soleil, il fallait bien évidemment envoyer des mini-laboratoires en orbite. L'ensemble de ces recherches est appelé l'année géophysique internationale. Les Américains, eux, veulent envoyer leur premier satellite également, Explorer 1. Explorer 1, qui sera lancé par la fusée Juno 1. L'Union soviétique prend de l'avance par rapport aux Américains, et c'est le 4 octobre 1957 à 19h28 que le lanceur R-7 Semyorka quitte le pas de tir à destination de l'orbite avec comme compagnon de route Sputnik 1. Tu vois que les traînées de flammes, ils sont pas aussi propres que ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. À 19h33, Sputnik 1 est libéré, devenant ainsi le premier satellite artificiel de l'histoire. L'Union soviétique font péter le champagne, car ils avaient battu les Américains. Mais les Américains ne sont pas aussi contents qu'eux. Étant donné que l'Union soviétique avait réussi à placer une charge utile en orbite, cela voulait dire qu'ils pouvaient également lancer une charge nucléaire sur les Américains. Car pendant cette période, les États-Unis et l'Union soviétique étaient en pleine guerre froide, et se menaçaient d'utiliser l'arme nucléaire l'un contre l'autre. Guerre c'est l'enfer, la paix le paradis, et nous les hommes on choisit la guerre parce qu'on est... Donc le niveau de stress pour le monde était plutôt élevé, on va pas se le cacher. Sputnik était doté de 4 antennes, des batteries, des capteurs de pression et de température, d'un ventilateur pour refroidir tout ça, et un émetteur radio. Vous avez sans doute tous déjà entendu ça. Les bip-bip que vous venez d'entendre proviennent de Sputnik et servaient à transmettre aux stations terrestres la pression et la température de l'azote contenu dans Sputnik. Ce fameux bip-bip était écouté dans le monde entier, en particulier avec les radios amateurs. Lorsque Sputnik passait au-dessus des États-Unis, il faisait également ce son, humiliant une fois de plus les Américains. Les Américains ripostent le 1er février 1958 pour le lancement du premier satellite américain Explorer 1. Mais trop tard, les soviétiques ont été les premiers. Le 4 janvier 1958, Sputnik se désorbita et se consuma dans l'atmosphère. Sputnik fut le premier objet de l'histoire à s'être mis en orbite, et lança par la suite la conquête spatiale entre les États-Unis et l'Union soviétique.
C'est complètement fou parce que l'état dans lequel ils étaient à l'époque, la parano, ressemble étrangement à l'état à laquelle on est en ce moment au niveau géopolitique mondial. Et hier ou avant-hier, on a eu une éjection de masse coronale du Soleil de niveau X9, Patrice. Et de mémoire, les classes de puissance, là, c'est A, B, C, M, X. A étant moins fort que B, B, C, M, X. X étant la classe la plus forte. Et chaque classe est classée de 0 à 9. Avant-hier, on a eu une X7, X9. C'est une totale, ça? Ouais, c'est une totale. Fait que ça se peut que des flashs dans les prochaines heures. Ben oui. Bref, Sputnik a été lancé aujourd'hui, mais en 1957, il y a très longtemps. C'était ma minute histoire. Moi, je veux vous présenter, Patricia. Je ne connaissais pas, mais c'est un 4 octobre en 1986 que s'est achevé le fameux projet, mais c'était un immense projet qui s'appelait le Plan Delta aux Pays-Bas. Alors, on va regarder une petite vidéo qui va nous expliquer le défi qu'avaient les Pays-Bas à partir de 1958 lorsqu'ils ont eu une très grosse inondation, 1800 morts. Alors, regardez bien ça. Ça a été un défi d'ingénierie qui a duré pratiquement 30 ans. En janvier 1953, un raz-de-marée secoua la mer du Nord. Les hautes vagues ont submergé la côte néerlandaise, tuant près de 2000 personnes. 54 ans plus tard, une tempête similaire a menacé la région. Mais cette fois, les Pays-Bas étaient prêts. Alors que l'eau montait, des capteurs informatiques de pointe ont activé le protocole d'urgence. Dans les 30 minutes, 2 bras en acier de 240 mètres se sont déployés, protégeant le canal en amont. Avec des rotules de 680 tonnes, la barrière a pivoté au rythme des vents tournants et des vagues. Au matin, la tempête était passée, laissant des inondations minimes. La première activation du Maaslandkering eut un succès retentissant. Plus grande structure mobile du monde, cette barrière anti-tempête est une merveille d'ingénierie humaine. Mais le Maaslandkering n'est qu'une partie du système de verrouillage pour le contrôle des eaux connu sous le nom de plan Delta, le projet anti-inondation le plus sophistiqué au monde. Les Pays-Bas sont les précurseurs de la maîtrise des eaux. Le pays repose le long du delta de 3 grands fleuves européens et près du quart de son territoire est sous le niveau de la mer. Cette géographie fait que le pays est très propice aux inondations, à tel point que certains des premiers membres de gouvernement formaient des comités de l'eau pour coordonner la lutte anti-inondation. Mais après l'orage de 1953, le gouvernement prit de nouvelles mesures officielles. Ils créèrent la Commission Delta, avec pour mission de protéger toute la région du Sud-Ouest. En ciblant les villes très peuplées, leur but était de réduire le risque annuel d'inondation à moins de 1 sur 10 000, soit 100 fois plus sûr qu'une ville côtière moyenne. Pour atteindre ce noble but, il fallait construire plusieurs infrastructures le long de la côte ouest. La première ligne de défense serait d'endiguer les estuaires propices aux inondations. Ces larges bras de mer ont alimenté beaucoup de rivières du pays en mer du Nord, et lors des tempêtes, ils ont permis aux eaux de crue de déferler dans les terres. Avec des barrages, la Commission Delta transformerait ces estuaires en grands lacs qui formeraient des réserves naturelles et des parcs publics. Par contre, cette solution ne s'appliquerait pas à la voie navigable. Pierre angulaire du transport maritime local, cette voie serait ouverte dans de bonnes conditions et serait verrouillée à l'arrivée des orages. En 1998, le Maaslandkering terminé offrait la protection modulable demandée. Avec des barrières supplémentaires telles que des digues végétalisées et des murs en béton, ces fortifications forment le cœur du projet du plan Delta, dont la mission principale est de bloquer les tempêtes océaniques. Dans les années qui suivirent, les Néerlandais ont ajouté d'autres dispositifs pour compléter le plan Delta et protéger les terres reculées des inondations.
Dans le cadre du plan Place à la rivière, fermes et digues ont été déplacées loin du rivage. L'espace libéré a permis de recueillir l'eau dans les basses plaines inondables, créant des réservoirs et des habitats pour la faune sauvage. Ce recul a non seulement réduit les risques d'inondation, mais les structures délocalisées ont été reconstruites de façon plus dense et plus durable. Aucune ville n'incarne l'approche multidimensionnelle des Pays-Bas en matière de gestion de l'eau aussi bien que Rotterdam, une ville prospère presque totalement sous le niveau de la mer. Quand une tempête menace, la population dense des vieux quartiers est protégée par des digues classiques, tandis que les quartiers récents ont été surélevés artificiellement avec des toits végétalisés pour stocker l'eau de pluie. Beaucoup d'édifices de la ville ont été modifiés pour stocker l'eau de pluie, dont des parkings et des esplanades qui sont en principe utilisés comme théâtre ou terrain de sport. Dans le port, des pavillons flottants montent avec le niveau de l'eau. Ce ne sont que les premiers d'une série de structures amphibies, parmi lesquelles des systèmes de purification d'eau et des panneaux solaires. Ces stratégies ne sont que quelques-unes des technologies et politiques qui ont fait des Pays-Bas un pays à la pointe de la gestion de l'eau. Le pays continue à chercher comment rendre les villes plus résilientes face aux catastrophes naturelles. Et alors que la montée des eaux due au changement climatique menace tant de villes côtières dans le monde, les Pays-Bas sont le parfait exemple du comment surfer sur la vague. Envie de plus d'histoires fascinantes, d'aventures spatiales? Donc, c'était... On appelle Valérie Plante, s'il vous plaît. Valérie Plante est demandée à l'accueil. On aimerait beaucoup que tu écoutes la petite capsule qu'on vient de passer. Oui, on peut t'envoyer le lien gratuitement sans abonnement. Donc, c'était mon moment historique que je ne connaissais pas. Moi non plus, on pourrait s'en inspirer ici. Hein? Oui, merci à l'intelligence artificielle de m'avoir suggéré ce... Non, mais c'est même pas l'intelligence artificielle, c'est mon intelligence parce que j'ai fait une courte recherche. Patrice, il veut pas y donner. Non. J'ai essayé. J'essaye avec l'intelligence artificielle, mais il me sort, je sais pas trop quoi te dire aujourd'hui. Là, c'est comme, fuck, là, tu m'aides pas. Mais t'es où? Je suis sur Gemini et je pose des questions hyper simples, puis il me dit, je peux pas vraiment t'aider. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé DuckDuckGo, puis j'ai dit... Dis-moi ce qui est arrivé le 4 octobre, et c'est ça qui est arrivé en premier, puis je trouvais ça génial. Donc, merci à DuckDuckGo de m'avoir suggéré cet événement-là. Bien évidemment, j'essaie de trouver une vidéo en français pour le bonifier et l'expliquer mieux que j'aurais fait. C'était la chronique historique de la semaine. Et...